Faut mettre d'ici là. Je vais dans 2 minutes comme ça. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. On Tout le behalf of monde. Pathfinder De International, la I part de welcome you all to Pathfinder this webinar International, towards je vais universal health commencer ce coverage, webinaire accelerating sur la progress for a couverture healthier sanitaire future for universelle, all. accélérer les In progrès pour un commemoration of futur, this un avenir year's sain pour Universal vous, Health Coverage en Day, commémoration de la the goal of journée universal health coverage is de to la ensure that couverture sanitaire everyone is able universelle to obtain the d'aujourd'hui. health Le services but, c'est de they faire en need sorte que without tout le monde suffering reçoive financial les hardship. services de But it's santé dont also ils about ont ensuring besoin quality sans and avoir à payer accessibility of trop health cher services for en fonction everyone de leurs where revenus. they live. Donc, Every year que les across gens habitent, Africa, the lack ces of services de santé access to doivent être basic disponibles. healthcare, Le manque mostly caused by d'accès lack of aux soins investment de in santé systems building, en Afrique contributes a to causé beaucoup de problèmes. inadequate systems Cela a and contribué inadequate à des inégalités assessment by et many in the des healthcare services de system. santé insuffisants. A key element of universal Un health coverage élément includes clé de financial la protection from the cost of couverture all health sanitaire, c'est and d'assurer la protection de ill tout le health and monde, access to qui est and des gens use qui of ne sont needed pas en health bonne services santé, et d'avoir that's accès within aux reach. services de santé This makes the qui soient government's health accessibles. expenditures critical to the achievement of the Il faut objectives donc of que universal les health coverage. gouvernements considèrent cela comme une Health and priorité pour well-being atteindre are cet objectif critical de couverture components of good sanitaire governance universelle. and, as C'est such, une reflect composante prominently in the cruciale value of d'une bonne universal gouvernance access to et healthcare. cela permet d'assurer Health l'accès is important for universel the aux soins de well-being of santé. a society. C'est important pour Countries tout le cannot grow monde economically if they car have un a pays ne sick peut pas population. avoir une croissance Investments in économique health are not just durable the s'il right n'a thing to pas une do, but they population en make bonne good santé. economic sense. Donc, il faut So, how vraiment do we se get to concentrer UHC? sur You la start by couverture building and sanitaire enhancing universelle. Ce qu'il faut primary faire, healthcare systems and c'est services. construire un système de Services soins de for santé youth, primaire pour commencer, seniors, qui fournit des maternal services care, aux disease jeunes, prevention. aux personnes âgées, And de can prévention, and services de should offer prévention, etc., integrated et services in a assure manner that are close l'existence de to the services communities they serve. intégrés dans This les builds communautés. trust and reduce Il faut costs, donc not cela about réduira those les who just coûts for those pour who deliver l'économie the dans son services, ensemble, pas seulement but for those who pour need les gens access qui to it. fournissent les services, mais les gens qui ont A accès key à ces component of services. the health system are Un health workers, and composante they're clé needed de at every cela, et ce level. sont les They need to travailleurs be de paid, santé qui sont nécessaires, supported, qui doivent and être payés resourced. et soutenus et Community bénéficier health des workers ressources are a nécessaires. critical Les agents component de of the santé health workforce, communautaires and they sont ensure une that the most composante vulnerable cruciale du have système equitable et access to il health faut être services. sûr que tout le monde puisse In avoir many accès low and middle income aux services countries, de we santé. Et saw dans that beaucoup de pays during à revenus COVID, intermédiaires, many tranches community health inférieures, workers were on the c'est un front line problème for COVID et care les agents de and santé treatment. communautaires sont en première ligne Investments pour in lutter contre community la health pandémie de systems Covid et and d'autres problèmes. CHWs mean Et that donc, ces communities agents are de santé better equipped communautaires to jouent un respond rôle to health considérable emergencies, pour promote healthier améliorer l'accès aux populations, soins pour detect, l'ensemble de la prevent, population, and pour control threats to détecter, healthcare, prévenir et contrôler les maladies. leading toward Et what we cela all looking nous for, permet universal access d'atteindre to healthcare. l'accès universel à la santé. Integrating comprehensive family planning services L'intégration des into services de existing planification networks of familiale trusted community health workers complet can address major par le barriers biais to reproductive health services, des agents du travail des agents including sociaux communautaires reducing est très fear, importante. Il faut social réduire opposition, and la peur, misinformation. les Such préjugés integration can also sociaux increase et agency, il faut donc equity, and bolster permettre sustainable growth. d'accroître l'équité A et de healthier soutenir future une for all croissance starts in the durable pour community, assurer and un futur, communities un avenir truly are the durable à heart tout of le the monde. Cela UHC movement. commence à la communauté et les agents de santé Pathfinder communautaires sont au International's cœur de cela. commitment to universal health L'engagement de coverage is Pathfinder instilled in our International vision. est Pathfinder inscrit dans notre envisions a world where vision. everyone, even in the Ce most que nous challenging of voulons, c'est environments, que tout le monde, has what même they dans les need to be environnements les plus healthy, difficiles, thrive, dispose and live the d'accès life à they des soins de choose. santé Universal ainsi que health toute sa coverage famille. through Et country la health couverture plans sanitaire that universelle integrate est ce sexual que and nous voulons reproductive health care and faire community and health pour system garantir tous strengthening. les soins de They santé, de mobilize santé stakeholders reproductive within and notamment, et beyond the santé health sector sexuelle, et and tous les advocate for autres resource problèmes allocation doivent être for health résolus comme ça, systems. en affectant As we prepare for the 2023 les ressources high-level nécessaires. meeting En on nous universal préparant pour health la nouvelle coverage, année we call on 2023, governments around the nous world to take demandons au bold steps gouvernement du forward monde toward entier de achieving the prendre les lofty mesures goals nécessaires of universal pour health coverage atteindre by 2030 l'objectif and de develop UHC plans that CSU account for d'ici sexual and reproductive 2030. health and
pour assurer les droits des femmes, et des enfants et des familles. Merci à tout le monde pour de vous être joints à nous. Et ceci étant dit, je vais passer la parole maintenant au Dr Labratou, qui est conseiller au gouvernement de santé, au gouvernement de la santé, qui va faire prononcer l'allocation principale. Docteur Massebo. Merci beaucoup, Crystal, pour cette présentation. Good afternoon and good evening, and a good afternoon for some of us in different Soyez, horizons of soit the le world. matin ou l'après-midi ou le I soir, am et vous vous souvenez. Greeting for dear Je- participants and also the speakers. I Je- thank the organizers for the invitation. Je remercie les as organisateurs happening in the time when pour avoir the world rendu is cette evolving in session devastating possible pandemic and the conflict. à cette The époque theme of où this la year's pandémie cause UHC Day énormément de celebration problèmes. is the theme, Il is faut so special as we continuer discuss in how to à build the lutter world, pour and I am very améliorer glad to make a remark la representing santé et one les of the services very de santé pioneer pour la nations population. in global Et health, ce Ethiopia. que Pasteur From fait its est un 120 travail de million pionnier, population inhabits et in nous the voulons home of servir all la African nations as the population dans capital of tous les Africa. pays We want africains, the world more et safer. nous All voulons family qu'il have y a ait privilege plus of de quality healthcare services, and a prosperity. plus de soins de That santé all de people qualité can pour les access familles, quality health un service accès without financial plus hardship. généralisé The aux services revised de santé, notamment sur la santé advocacy primaire, mais pas on exclusivement. UHC C'est la is so première essential étape. for developing Et countries like Ethiopia, nous who are overwhelmed voulons by the profound favoriser social, le economic, développement économique political en burdens. améliorant la And in santé Ethiopia, the pandemic, together with dans le conflict, contexte de as you cette know, pandémie et des droughts, conflits qui which has existent happened actuellement in en Horn of Afrique et Africa ailleurs. never Et, before, and the c'est political burdens due to une situation de this crise encore plus unrest, que jamais auparavant, avec cette unfounded with conjonction de tous ces the problèmes de pandémie flooding et deserts de in crise the locust politique, treated to militaire, revise, et revert beaucoup de gens, beaucoup de against of the réfugiés qui n'ont past pas accès decades à and suffisamment halt de our progress services, towards mais il faut continuer SDG à UHC. faire le nécessaire In pour que Ethiopia, la with couverture sanitaire partnering with universelle development soit partners like Pathfinder, atteinte dans we tous les work to pays ensure that africains. all Ethiopians realize Le how Pathfinder close fait all des UHC efforts aspirations in nécessaires a long pour history of partnership assurer with l'accès the aux soins de government. santé, notamment les soins de santé We primaires, introduced a 10-year dans plan tous les pays. very Et recently, nous avons, just a year dans back, notre and pays, introduit this un plan à 10 ans renewed qui 10-year strategy shows us est the major soutenu par pillars. plusieurs One is piliers including the principaux. Le development of premier an pilier, c'est equitable and accessible l'inclusion standard of health service, de normes de assurance services of de santé accessibility of healthcare équitables for all, et the provision accessibles of pour tout le healthcare for the monde, people on the scheme of fourniture de payment soins with special de assistance santé, mechanisms, notamment which, les for gens qui ne example, peuvent pas we se have a permettre de payer community-based beaucoup, insurance pour qu'ils n'aient pas and social besoin insurance under de MID, payer beaucoup de frais à la charge des usagers. Nous meant to voulons be the assurer alternative for user fees la couverture towards sanitaire pour tout accessible le monde, healthcare quel que without soit le financial niveau de revenus des hardship. familles, pour ne pas With the que ça current pose des problèmes average of financiers 44% of s'il faut informal aller à sectors, l'hôpital ou voir our un agent de CBHI santé. becomes mandatory Nous, by law this year. Primary cette healthcare année, service has also nous been avons delivered fait en free of sorte que charge les soins and or de exempted santé to primaire all soient service users fournis irrespective of their income gratuitement level aux or personnes equitable qui ont promotive, un preventive, niveau de revenus preventative inférieur à reliable une certaine service limite, to the people. pour que Multiple le sources manque d'argent ne finance soit plus un private obstacle healthcare à l'accès sector aux soins de as a santé. developing country. The En tant proportion of que health financing from pays domestic en développement, sources nous essayons are almost with the d'affecter exclusion of plus the donors have de fonds increased from 53% in 2008 aux services to de santé dans notre 83% budget, of et nous avons eu un 2021. accroissement du The per budget de la capita health santé expenditure grâce à reached l'aide de certains USD bailleurs de fonds 33 qui ont in aidé. 2020, which is Mais merely 4.5 in actuellement, 1995. euh, Imagine nous- how much we il y a moved. encore But the beaucoup de choses amount à is faire, still et il faut meager améliorer les compared with choses. the World Health Organization recommendation per capita, you know, for Tous les pays developing africains ne countries sont pas encore au niveau behind d'affectation target. budgétaire pour la Ethiopia, santé qui est health recommandée spending par policies les Nations for Unies, mais nous essayons de faire le 5.8% maximum of pour atteindre GDP ces in the last pourcentages. decade, which Nous sommes in à Abuja 8% Declaration, du we agreed PIB to increase more, consacré, but affecté aux still soins de we are santé. lagging behind. Donc, nous Total avons tous expenditure, pris health l'engagement expenditure is d'accroître ce increasing still, pourcentage, mais but it nous n'avons pas remains encore low, tenu notre especially promesse. for Il faut continuer à the lutter primary pour healthcare, and accroître we have les fonds affectés high notamment aux soins de out-of-pocket, santé which is primaires. 34% currently. Euh, The health euh, sector has vision of achieving Actuellement, les soins de UHC santé primaires représentent for the 34% des past dépenses de santé, 25 years. The mais system is led by le every système 5-year revolving
est remis et réexaminé régulièrement pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas bien. Et nous avons un programme phare qui a donné de bons résultats avec l'utilisation notamment d'agents de santé communautaires. Nous avons essayé de réduire la mortalité infantile et maternelle, notamment, ça a baissé considérablement depuis 10 ans. C'est toujours trop élevé, mais nous avons fait beaucoup de progrès. Nous voulons atteindre les chiffres d'autres pays dans l'Afrique pour réduire la morbidité et la mortalité. Et cela sera rendu possible par l'existence d'un plan complet. Donc, la vaccination a joué un grand rôle pour réduire la mortalité pour les enfants de moins de 5 ans notamment, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. La mortalité néonatale donc ça a été réduit, mais pas suffisamment. Et le problème, c'est qu'il y a encore un taux trop élevé, car il y a beaucoup trop d'enfants qui n'ont pas accès aux services de santé parce qu'ils vivent dans des endroits isolés. Et c'est toujours un problème qui est de résoudre, notamment avec l'utilisation d'agents de santé communautaires. Donc, nous voulons aussi travailler non seulement pour résoudre les problèmes de maladies transmissibles, mais également les autres maladies qui peuvent affecter la population. Donc, nous avons lancé un plan pour accroître l'espérance de vie de 62 à 68 ans et réduire la mortalité considérablement. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est toujours trop élevée, mais elle a baissé considérablement depuis quelques années. Et ça, c'est important d'utiliser cela. C'est un des piliers de notre action. Nous voulons augmenter notre taux d'utilisation des contraceptifs, augmenter l'incidence. Et nous essayons d'augmenter nos dépenses de santé. Nous avons un objectif à 5 ans pour réduire la part de paiement à la charge des usagers et nous essayons de faire en sorte que les agents de santé communautaire puissent atteindre l'ensemble de la population pour réduire les frais que les membres de la population qui sont malades doivent payer, qui n'ont pas souvent les moyens de payer. Donc, c'est un des domaines dans lesquels nous sommes plus actifs. Et nous essayons d'augmenter, d'améliorer ces chiffres. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il y a encore des progrès à faire. La population, comme on l'a mentionné, a maintenant beaucoup plus accès aux soins de santé, mais la pandémie a joué un rôle évidemment très important et c'est difficile d'agir, mais nous essayons de mobiliser des agents de santé et des agents de santé communautaires notamment pour agir à tous les niveaux, depuis le niveau fédéral jusqu'au niveau local. Il y a eu des contributions par des bailleurs et par le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces, et notamment en faisant en sorte que les agents de santé communautaires puissent atteindre toutes les familles, même dans les villages les plus éloignés. Donc, nous avons reçu des contributions en nature. Des fois, nous avons amélioré l'infrastructure en travaillant en collaboration avec les communautés locales. Dans l'ensemble, nous avons un pays avec une population importante et c'est difficile d'atteindre tout le monde, mais nous faisons ce qu'il faut pour améliorer la santé en tenant compte du changement climatique, de l'inflation, du chômage, tous ces facteurs que nous essayons d'intégrer à nos efforts. Et nous voulons faire en sorte que les femmes, les enfants et les bébés puissent être en meilleure santé et aient accès aux services de santé, des frais à la charge des usagers dans la mesure du possible. 90% des pays en voie de développement ont des problèmes à cause de la pandémie et des conflits, et ça affecte la nutrition, l'accès aux services de santé, et il y a beaucoup de facteurs qui jouent contre nous, mais nous voulons investir pour améliorer la santé de la population malgré cela, et nous voulons atténuer l'effet de la pandémie dans la mesure du possible, et nous voulons construire un système qui soit résilient et qui nous permette d'agir
pour permettre de fournir des soins de santé primaire à toute la population en engageant toutes les personnes qui sont disponibles. Et nous avons été affectés à différents égards par la pandémie, mais nous avons fait en sorte que nous puissions impliquer le plus de membres du gouvernement et de partenaires pour améliorer la santé de la population et l'accès aux soins. Et nous voulons atteindre le but de l'objectif de couverture sanitaire universelle en fournissant des priorités aux jeunes, aux réfugiés qui n'ont pas accès aux services. Et nous voulons faire en sorte que tous les acteurs puissent intervenir. Il y a un besoin important de solidarité dans la population et nous avons des objectifs pour utiliser les fonds affectés au développement de façon efficace en utilisant le principe de solidarité à l'échelle mondiale avec l'harmonisation des services pour produire des résultats dont nous pouvons être fiers et nous espérons que ça nous aidera à atteindre les CSU. Le gouvernement et les différentes entités au niveau local, notamment ou provincial, doivent être redevables et faire en sorte que les ressources soient utilisées de façon appropriée. Et j'espère que la réunion d'aujourd'hui nous aidera à mieux comprendre ce que nous faisons et partager notre expérience entre les différents pays pour faire en sorte que les gens puissent en bénéficier. Nous remercions beaucoup Pathfinder pour son plaidoyer et le soutien qu'il apporte au gouvernement. Nous avons une longue histoire de partenariat avec Pathfinder et au service de millions de personnes qui ont besoin de ce service. Donc, les soins de santé primaire sont la priorité et nous nous efforçons de renforcer le secteur de santé avec un personnel dédié et dont nous avons besoin dans tout le pays pour être sûr que tout le monde reçoive les soins de santé nécessaires, y compris les soins maternels, soins néonataux et des services préventaux. J'apprécie beaucoup ce qui a été fait et je remercie Pathfinder d'avoir organisé cette réunion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Kirsta. Hello, thank you, Dr. Bonjour, Mebrahtu. merci docteur. Bruce, could you please come Bruce, offline? est-ce que vous voulez bien vous mettre en ligne, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour, bonsoir. J'aimerais déjà remercier le docteur Mebrahtu pour cette remarque de bienvenue qui était vraiment exceptionnelle. Merci le ministre de l'Éthiopie qui a effectivement été confronté à des difficultés majeures et c'est fantastique d'avoir cette expérience qui a été partagée. L'identification des difficultés est effectivement toujours compliquée et je suis très content et très reconnaissant que Pathfinder ait pu travailler en collaboration avec ce pays pendant ces dernières années. Nous avons aujourd'hui 6 panélistes de 10 pays différents et comme nous le savons, nous allons nous concentrer principalement sur l'atteinte de la couverture sanitaire universelle et nous allons mettre l'accent sur l'équité, sur l'engagement de la communauté, l'instauration de la confiance dans des investissements durables et bien sûr avec la responsabilisation du gouvernement. Donc pour renforcer, bien sûr qu'il faut un renforcement des systèmes de santé dans l'ensemble du monde et il faut améliorer la qualité des services de santé parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui est très important pour nous. Il faut bien sûr savoir quels services sont couverts, sont inclus, mais également si l'accès à ces services est possible et surtout si ces services sont de qualité. Donc, comme je l'ai dit, nous avons 6 panélistes que nous sommes ravis d'avoir ici aujourd'hui. Et nous allons donc vous donner la parole, si c'est possible.
Mabou, le directeur pays des collaborations Pathfinder au Bangladesh. Nous allons lancer notre discussion aujourd'hui sur la santé, les problèmes liés à la santé et à l'environnement. Vous savez, avec le changement climatique, vous le savez bien qu'il y a des conséquences sur la santé également. Et au Bangladesh, vous connaissez tous le contexte. Et nous avons donc beaucoup de chance ce jour d'avoir Mabou avec nous. Mabou, est-ce que vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît? Vu votre richesse, la richesse de votre expérience, nous avons une question. Est-ce que vous pourriez nous dire comment le gouvernement du Bangladesh a réussi à introduire des mesures pour être prêt pour répondre à cette catastrophe naturelle qui vous a frappé, qui vous frappe? Est-ce que vous avez une réponse à cette question spécifique? Oui, merci, Bruce. Oui, vous avez tout à fait raison. Le Bangladesh est un pays qui a été frappé par les catastrophes naturelles récemment et cela dure depuis déjà trop longtemps. Ça a été très compliqué de mettre en place des mesures pour répondre à cette situation, mais le gouvernement du Bangladesh est très impliqué auprès de sa population et il fait tout pour trouver des solutions. Nous avons donc établi d'abord un réseau de services fort et solide pour s'assurer que la communauté avait accès aux services dont ils avaient besoin. Et nous avons bénéficié du soutien de ce réseau et notamment de services d'urgence. Également, nous avons mis en place des paquets de prestations qui étaient dispensés dans l'ensemble du réseau de services. Et ce que nous avons constaté pour la santé maternelle, les droits de santé sexuelle et reproductive, les droits de reproductifs, les maladies non transmissibles. Voilà, en gros, toutes les composantes sur lesquelles nous sommes concentrés. J'en passe, je ne peux pas tout citer aujourd'hui, mais c'est un paquet très complet qui inclut beaucoup de prestations dans tout le pays. Malheureusement, même si nous avons un réseau très fort, il ne fonctionne pas correctement. Et malheureusement, il a été très difficile de répondre donc aux besoins de tout le monde pendant ces catastrophes naturelles. Ce que nous avons constaté, donc, c'est que les établissements ne sont pas connectés les uns avec les autres et que les personnes qui ont besoin de ces services n'ont pas accès à ces établissements. La plupart des établissements ont été détruits ou ont été endommagés par la catastrophe naturelle. Et dans les centres de services qui fonctionnent encore, il y a eu des pannes qui ont été substantielles et qui ont empêché les services de fonctionner correctement. Et c'était vraiment un scénario catastrophe parce que bien sûr, tous les services d'urgence ont pris tout le personnel était réquisitionné pour les services d'urgence et nous n'avions pas assez de ressources pour répondre aux besoins de tout le monde. Ce que je peux dire par contre, c'est que récemment, Pathfinder a introduit un programme de résilience et dans le cadre de ce programme, nous avons réussi à mettre en place des unités de management pour les services de santé sexuelle et du droit reproductif. Et cela a nettement aidé à redistribuer les ressources dans des services qui étaient nécessaires pour les femmes et les jeunes filles, par exemple. Nous avons aussi nommé des champions qui ont joué un rôle de leader, exercé leur leadership dans leur communauté et ça a été très utile pour la communication. Simplement, je voudrais mentionner aussi deux initiatives innovantes que nous avons mises en place au Bangladesh. La première, c'est l'évaluation des établissements. Ce que nous avons fait, puisque ces établissements n'étaient pas fonctionnels ou mal connectés, c'est que nous avons essayé d'identifier la situation avant la catastrophe naturelle et après. Et vraiment d'identifier ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et nous avons
nous sommes rendus compte qu'il faut mettre en place un système qui fait que quand les établissements sont fonctionnels, en fait, la solution la plus importante que nous avons identifiée c'est au niveau local, au niveau des ressources locales. Parce que ce que nous faisons, c'est que, en fait, il faut simplement relier tous les points du pays, si je puis dire, essayer d'établir un lien entre ce qui existe déjà. Parce que nous avons des idées, mais nous avons besoin de ressources pour aider ces établissements à fonctionner correctement à nouveau. Et nous travaillons avec, au niveau des écoles également, et nous essayons de former les futurs professionnels pour qu'ils puissent être préparés, mieux préparés à affronter des catastrophes naturelles. Parce que la situation d'une catastrophe naturelle, c'est terrible. Il y a des souffrances, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire. Alors, cela veut dire qu'il faut pouvoir répondre davantage, être plus dans la prévention et essayer de travailler sur des activités qui tournent autour de voilà, comment réagir quand on est exposé à une situation comme celle-là. Dans le cadre de la santé maternelle pour les femmes et les jeunes filles, ce que nous faisons, c'est que nous sensibilisons les jeunes filles pour qu'elles soient prêtes à elles aussi à affronter les catastrophes naturelles dans les temps à venir. Je vais arrêter ici, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment impressionnant ce que vous avez réussi à faire. Et j'ai été vraiment époustouflée par le travail que vous faites pour remettre ces établissements sur pied et pour s'assurer qu'ils sont en connexion à nouveau. C'est fantastique tout ce que vous avez mis en place. Et au fur et à mesure de votre travail au cours des prochaines années, nous aimerions vraiment connaître vos mesures suivantes. Ensuite, par rapport à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, je crois que c'est ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que les jeunes et les adolescents sont une composante clé ici et dans le développement, c'est très important. Et comme nous le savons, la santé des adolescents est souvent exclue malheureusement de ces conversations et elles ne sont pas mises sur le devant de la scène. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Karine du Burkina Faso, Karine Ouedraogo, qui vient donc du Burkina Faso et qui va nous parler des difficultés qu'elle a constatées dans ce domaine. Et donc, quelles sont les étapes que vous avez prises, vous, pour aider dans les problématiques de santé pour les jeunes et les adolescents? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît? Karine, je vous en prie, allez-y. OK, déjà, merci à mon prédécesseur pour cette belle présentation et merci aussi à l'ONG Pathfinder pour cette belle initiative très salutaire et merci de nous avoir impliqués à ce webinaire sur la couverture sanitaire universelle qui est un cadre d'échange et d'expérience qui nous permettra non seulement de souligner l'importance de l'implication significative des jeunes dans la conduite des actions sur la couverture sanitaire universelle, mais aussi de partager notre expérience. Mais avant tout, je vais faire une brève présentation même de la structure SOS Jeunesse et Défis, qui est une association lucrative et à caractère apolitique et national qui œuvre pour le bien-être des jeunes. Sa mission est de relever les défis en matière de développement humain, équitable et durable. L'association a été créée en 2001 et a été officiellement reconnue en 2002 et intervient dans cette région du Burkina Faso sur les 13 régions. Et comme domaine d'intervention, nous avons, entre autres, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la planification familiale,
l'assurance maladie universelle, la promotion et la protection des droits de l'enfant. Aussi, je vais définir l'assurance maladie universelle et la couverture sanitaire universelle en ce qui concerne le Burkina Faso. Donc, l'assurance maladie, c'est un dispositif même chargé d'assurer un individu face à des risques financiers de soins en cas de maladie ou de maternité. Et la couverture sanitaire universelle consiste à faire en sorte que l'ensemble de la population ait accès aux services et soins de santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières pour la population. Maintenant, pour ce qui concerne le Burkina Faso, nous sommes dans une phase d'opérationnalisation et seules les personnes indigentes sont concernées. Quand on parle de personnes indigentes, ce sont les personnes pauvres et ces personnes ont été enrôlées, immatriculées et bénéficient de leur carte d'assuré. Et pour ces indigents, l'État les prend en charge à 100%, c'est-à-dire que l'exonération est totale. Et je vous reviens maintenant avec la question qui m'est adressée. Pour nous assurer que les jeunes sont impliqués dans l'élaboration des plans d'action nationaux, les mesures qui ont été prises sont les suivantes. Il y a eu d'abord la mise en place d'un groupe de plaidoyers jeunes issus des organisations de jeunesse et de femmes, de personnes déplacées internes, personnes handicapées, c'est-à-dire que toutes les couches ont été représentées. Voilà, pour l'effectivité de la planification dans le processus. Et ces jeunes ont mené des actions auprès du ministère de la Santé pour qu'on puisse les intégrer dans les instances de coordination des plans d'action nationaux. Et ces instances sont mises par arrêté du ministère de la Santé. Et il y a eu aussi l'implication des jeunes et des organisations de jeunesse dans le groupe de pilotage. Et les jeunes participent beaucoup à ce niveau. Et aussi, il y a la contribution et la participation même des jeunes au comité de rédaction. Les jeunes ont été associés à la rédaction des plans nationaux. Il y a la représentation même des organisations de jeunesse aux instances de coordination. Et il y a l'existence même d'une collaboration entre le groupe plaidoyer jeunes et le ministère de la Santé autour de la planification familiale et de la couverture sanitaire universelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de relation de travail et de collaboration entre le comité, le groupe de plaidoyer jeunes et le ministère. En termes de défis rencontrés concernant l'engagement, ceux majeurs sont, entre autres, il y a la faible implication même des jeunes au processus de suivi des indicateurs et de la planification familiale. C'est-à-dire que tant qu'on ne suit pas, nous ne pouvons pas être sûrs d'avoir des résultats probants. Et aussi, il y a la participation même des jeunes issus des milieux ruraux. Tout se dessine et se réalise à Ouaga. Au niveau régional, il y a un vrai problème dû au manque du budget. Donc, c'est un grand défi qu'il faut véritablement revoir. Bon, comme succès, nous avons obtenu un budget de plus de 31% dédié aux activités des jeunes en matière de planification familiale. Et notons aussi que je suis partie prenante de la revue et de la rédaction pour le plan national de la planification familiale 2021-2025. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Merci. Well, thank you so very much, Karine. Merci beaucoup, Karine. SOS fait un travail fantastique. Je suis très heureux d'entendre, de voir que les voix des jeunes se font entendre et qu'elles sont engagées. Et vous avez indiqué ce qui est sur le cas qu'il y a un problème des fois de pénurie de fonds dans le budget de la santé, mais cette collaboration est vraiment très positive. Et c'est bien de savoir que vous travaillez ensemble, en collaboration, pour répondre aux besoins de santé de la population. C'est un élément important et qui n'est pas toujours présent dans certains pays, mais nous essayons de faire ce qui est possible pour soutenir le développement de la couverture sanitaire universelle en impliquant les jeunes et les associations de jeunes. Nous allons maintenant passer à la
personne suivante qui est le docteur Aïcha Rachid, qui est directeur pays de Pass Funder pour le Pakistan. Et nous allons parler de la question de l'équité. Et une fois de plus, l'équité, c'est un pilier de la couverture sanitaire universelle. Pour que la CSU soit atteinte, il faut que tout le monde soit where they are, what the context is. où que se trouvent les personnes, quel que soit le contexte, quels que soient les fonds qu'ils ont disponibles. Il faut que les femmes, les enfants, les adolescents, tout le monde bénéficie du système et il ne faut laisser personne derrière, il ne faut ignorer personne en fournissant les soins de santé dont tout le monde a besoin. Mais comme nous le savons, il y a des crises souvent qui affectent notre programme et il y a énormément d'exemples de situations de moins bons soins de santé à cause de différents problèmes, des guerres civiles, la pandémie de Covid, les inondations, comme il y a eu au Pakistan. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour faire en sorte qu'il y ait une réponse qui soit équitable et que les gens, hommes et femmes, bénéficient de la même façon des services de santé. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir le Dr Rachid pour cette session. Et ma question, Dr Rachid, c'est quels sont les programmes et les politiques qui ont été mis en place par le gouvernement du Pakistan pour s'attaquer à ces problèmes et comment des partenaires tels que Pathfinder ont aidé à mettre ces efforts en œuvre. À vous la parole, Dr Rachid. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'adresser à vous pour parler de ce que nous faisons actuellement au Pakistan. Je vais donner quelques informations sur le contexte, la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes un pays en développement. Il y a eu des désastres, des catastrophes naturelles récemment. Et au cours des dernières années, nous avons eu une des inondations les pires depuis 100 ans dans notre pays. Et ça a eu un impact considérable sur plusieurs de nos provinces, avec une population considérable qui a subi un impact négatif à cause de cela. Donc, en termes de prestations des services de santé, au vu de tous ces obstacles, le gouvernement a fait des efforts pour relever les défis, pour fournir les services et certains des problèmes qui se posent, comment améliorer la qualité des services dans certaines parties défavorisées de la population, et notamment les femmes et les filles. Donc, nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce domaine pour assurer plus d'équité, pour améliorer l'accès. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons introduit un régime d'assurance maladie qui permet d'éviter le fardeau financier pour les femmes et pour les filles. Nous voulons que toute la population soit couverte. Nous avons commencé cela à titre pilote dans une province du nord du pays et ensuite nous avons développé ce système dans notre province du Punjab, qui est celle qui est la population la plus importante du pays, et bientôt nous allons commencer à couvrir d'autres régions et nous devrions pouvoir couvrir toutes les provinces du pays. Il y a toujours beaucoup de défis à relever, bien entendu. Par exemple, souvent, il faut faire en sorte que le régime d'assurance maladie couvre tout le monde, hommes et femmes, garçons et filles, mais il faut que toute la population soit couverte, quelle que soit la province, quel que soit leur régime matrimonial, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils habitent dans les villes, dans les campagnes, différents aspects sur lesquels nous travaillons pour mettre en place ce régime d'assurance maladie, pour aller progresser vers la couverture sanitaire universelle. Et nous ciblons notamment les personnes qui n'ont pas accès. Aide le gouvernement du Pakistan à comprendre ce qu'il faut faire en examinant son programme et en comparant avec ce qui est fait dans d'autres pays pour voir ce qui pourrait être amélioré. Nous sommes en train de mettre en place un projet qui pourra accroître la capacité du gouvernement pour répondre aux besoins de santé d'une façon équitable pour les genres. Et notamment, nous voulons éviter les préjugés et le fait que les femmes et les filles bénéficient de moins un bon service de santé que les hommes dans l'ensemble. Donc, nous essayons de développer le rôle des sages-femmes et des agents de santé communautaire de sexe féminin
qui pourront mieux atteindre les femmes et les filles dans les régions isolées, et des femmes et des filles qui ont besoin de services, notamment planification familiale et soins de nutrition et soins maternels, néonatals, etc. Donc, le gouvernement du Sindh a fait beaucoup de progrès dans ce domaine et nous allons ensuite développer nos efforts dans d'autres parties du pays. Mais ce sont quelques-uns des aspects sur lesquels nous travaillons actuellement. Les catastrophes naturelles restent un problème énorme pour nous en termes d'accès réduit pour les femmes, notamment pour les services pour les femmes enceintes ou avec les femmes avec des nouveau-nés. Les inondations posent des problèmes d'accès considérables. Nous travaillons actuellement avec le gouvernement de la province du Sindh pour essayer d'améliorer la réponse et pour renforcer la résilience du système de santé pour répondre à des situations de crise comme celles que nous avons connues récemment. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je serais heureuse de répondre à des questions sur nos services. Mais Bruce, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Dr. Rachid. Et le monde entier a regardé ce qui se passait au Pakistan au cours des derniers mois avec ces inondations et nous comprenons tout à fait l'impact que ces catastrophes naturelles ont eu sur les services de santé. Une des questions qui se pose dans le cadre de cette réponse que vous avez décrite, c'est la question de la durabilité financière. Si vous pouviez nous parler un peu de la façon dont vous pourriez voir les contributions, la poursuite de la contribution du gouvernement après, un peu plus tard, nous en reparlerons, pour assurer donc la durabilité sur le plan financier. Mais ça nous permet de faire une transition pour le présentateur suivant, le docteur José Rono, qui est à Kigali actuellement. Il fait beaucoup de choses en même temps. Il travaille sur plusieurs fronts. Le docteur Rono est un cofondateur et partenaire du EEPA Consulting, qui est un cabinet conseil qui fournit des services clés en main pour le domaine de la santé en Afrique et en technologie. Donc, ce que nous voulons vous demander, c'est vous poser une question. Quelles sont les réformes du financement de la santé? Quelles sont les réformes structurelles place dans votre pays pour accélérer les progrès pour atteindre la CSU d'ici 2030. Le but, l'objectif, ce serait d'atteindre le stade où nous pourrions ne plus entendre de problèmes posés par le déficit budgétaire. Nous pourrions résoudre ce problème du financement durable des soins de santé. Merci beaucoup, Bruce. Et je suis heureux de me connecter avec vous tous ici pour parler de ce sujet important. Ici, à Kigali, nous travaillons dur pour améliorer les choses et je peux vous dire que ces questions sont au premier plan de ce que nous faisons, ce que le gouvernement fait actuellement ici dans notre pays. Donc, pour répondre à la question de Bruce, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une résilience et durabilité du financement pour la CSU, pour que ce soit à long terme. Donc, je pense qu'il y a certaines choses que je voudrais dire. Quand on parle du financement, je pense que ce qu'il faut faire, notamment, il faut faire en sorte que l'on puisse encaisser tous les revenus fiscaux et souligner le fait que c'est lié au respect des droits humains pour la santé. Pour cela, nous avons besoin de revenus fiscaux et il faut affecter les fonds de façon appropriée. Et le gouvernement doit pouvoir fournir les fonds nécessaires pour résoudre les problèmes de santé de la population, répondre aux besoins. Il faut défendre le pays militairement, mais également sur le plan de la santé, protéger la population pour que tout le monde soit en bonne santé et puisse contribuer à une économie florissante. Mais sur le plan plus technique de le financement de la santé, ce que nous avons fait, c'est lorsque nous pensons d'arrangements financiers, d'argent de financement, c'est de répondre à la question de savoir comment utiliser les fonds disponibles de façon optimale pour assurer la couverture sanitaire universelle. Il y a plusieurs composantes. Il y a la collecte des fonds nécessaires et il y a leur gestion et leur affectation et leurs dépenses de façon appropriée. En termes de collecte des revenus,
Il y a beaucoup d'approches possibles, bien entendu, mais je pense que ce qui a été fait, c'est pour rendre cela durable, c'est qu'il y ait des contributions, un mécanisme de contribution obligatoire qui permet de fournir les fonds nécessaires pour donner accès aux soins de santé à toute la population par le biais de l'engagement d'agents de santé en plus grand nombre. Donc, dans beaucoup de pays, il y a eu donc une réforme des mécanismes fiscaux et nous avons fait en sorte que cela soit fait de façon optimale, en soulignant l'importance de cela, car c'est une des façons les plus efficaces pour obtenir des fonds, en plus des fonds que nous pouvons recevoir de partenaires qui viennent d'autres sources. Dans mon pays, au Kenya par exemple, nous affectés soient vraiment rendus disponibles. Il faut que le gouvernement mette en place des mécanismes pour rendre cela possible. Et je pense qu'il est important que les personnes du secteur formel, les travailleurs du secteur formel contribuent cela et que les impôts soient utilisés de façon efficace, les revenus des impôts soient utilisés de façon efficace. Et s'il le faut, il faut augmenter les impôts pour permettre de faire bénéficier les populations défavorisées, notamment également améliorer le système technologique pour atteindre tout le monde et pour que tout le monde puisse contribuer pour rendre le système durable. But of course, that mechanism can be augmented by more innovative. Donc, ce sont vraiment des mécanismes qui pourraient être plus positifs si on arrivait à travailler sur cette collecte des données. Vraiment, donc au Ghana, au Kenya, et le fait que l'utilisation du téléphone portable et de l'ajout de points de crédit puisse être utilisé, cela reflète vraiment que nous allons pouvoir mettre en place des primes pour refléter ces changements. Donc vraiment, on peut voir que la volonté est forte et les mécanismes pour y arriver, donc que ce soit au Kenya ou au Ghana, donc c'est l'accumulation de points de crédit qui peuvent être utilisés comme des primes. Donc voilà pour la collecte des revenus. Quand on parle de mise en commun des ressources, à nouveau par rapport aux entités gouvernementales, au niveau national, pour les fonds d'assurance maladie du pays, nous avons des mécanismes d'approvisionnement des médicaments. Donc au Kenya, par exemple, nous avons des agences de fourniture de médicaments, des fonds, et au Ghana, nous avons des services d'assurance maladie. Et en fait, ce sont des pools, comme on dit en anglais, de mise en commun de ressources qui sont vraiment très, très vastes. Et ce sont donc des fonds, des mises en commun que nous utilisons pour atténuer les risques au maximum quand une situation survient pour gérer les besoins de la population. Et je crois que les ressources, les réformes au niveau des structures qui existent sont vraiment importantes dans la mesure où il faut que ça s'inscrive dans des arrangements financiers. Je veux faire une distinction ici entre la participation, les achats passifs et les achats stratégiques. Les procédures qui sont payées en fonction des résultats de santé qui sont obtenus, que ce soit une radio ou une mammographie. L'idée, c'est vraiment que le paiement n'est pas lié directement à un type de revenu. Et de l'autre côté, en tant que prestataire de santé, vous êtes incité à fournir plus de services et ça ne dépend pas des résultats de santé. Donc, comment on passe de passif
d'achat passif à d'achat stratégique. The PID is tied to health outcomes and the payment is Excuse, mais le son coupe. efforts towards improving health outcomes. Des efforts pour améliorer les résultats de santé. Le problème, c'est que parfois, il est compliqué d'identifier des résultats de santé précis. Vous avez des centres de santé qui vont fournir des services et qui vont s'engager à certains résultats de santé. Et certaines études suggèrent qu'entre 80 et 90% ont des résultats positifs. Et pour les prestataires de santé, pour les soins en ambulatoire, par exemple, si un patient est mis en chimio, le son est encore coupé. Donc, il faut vous obtenir un remboursement. Donc, ce que cela entraîne, c'est qu'il y a une division des services au niveau structurel. Et quand les prestataires de santé envoient un patient pour une mammographie ou une chimiothérapie, il faut donc trouver des mesures incitatives pour les prestataires de santé qui ont du sens. Parce qu'il est difficile d'y arriver à cause du fait que ça requiert une évaluation technologique pointue afin de déterminer si les résultats de santé sont bien obtenus comme il était escompté de le faire. Pour, par exemple, pour le cancer, sur 100 patients, combien de patients ont atteint la rémission, par exemple? Et ça, c'est un résultat de santé à tenir, donc il faut tenir compte, c'est très important. Donc, est-ce qu'il faut collecter plus d'argent pour essayer d'atteindre cet objectif-là? Comment on peut y arriver? Donc, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment clé dans cette discussion, parce que c'est quelque chose qui va se passer en dehors du mandat du gouvernement, et ça fait partie des investissements du secteur privé. Il y a une nécessité de trouver des investissements qui vont s'appuyer sur des capitaux privés. Donc, il faut peut-être pour un objectif particulier et sur une perspective sociale, par exemple, et démontrer quel est le résultat escompté. L'interprète s'excuse, le son a disparu. Et combien de dollars nous allons investir pour les initiatives. Et maintenant, donc, à présent, il serait donc possible de présenter ce que vous faites pour sauver des vies par rapport aux résultats de santé qui sont fixés, et donc de communiquer avec les parties prenantes pour essayer de voir dans quels investissements on veut vraiment, sur lesquels on veut vraiment se concentrer. Je vais faire une pause maintenant parce que c'est vraiment quelque chose que je vois d'essentiel. Ces réformes-là sont vraiment importantes. Et je vous remercie et je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci, Dr. Renaud. Merci beaucoup d'être venu ici, mais même si vous êtes très occupé, je vous remercie vraiment. On est très reconnaissants. Et bien sûr, c'est vrai qu'en tant que professionnels de la santé publique, nous nous sommes concentrés sur des dimensions inférieures au final. Donc, c'est très intéressant d'avoir votre perspective qui est bien plus vaste que la nôtre. Et au niveau des fonctions d'achat stratégique et passif, c'était très intéressant ce que vous avez expliqué. Et nous avons effectivement, nous sommes concentrés sur l'accomplissement d'objectifs par rapport aux indicateurs de santé, mais on n'a pas parlé vraiment en termes d'investissement. Et je crois que c'est intéressant d'inclure cela dans les plaidoyers. Et cela nous donne d'excellents exemples. Et c'est aussi une très bonne transition vers notre intervenant suivant, qui est Dr. Mariam, et qui contribue de façon substantielle à toutes ces questions.
Donc, nous allons encore plus aller en profondeur dans ce sujet, dans ces dans ces questions d'investissement. Donc, Dr Myriam qui travaille au Nigeria et qui est confronté actuellement à l'un des obstacles les plus compliqués à relever. Ma question pour vous, c'est, Dr Myriam, est-ce que comment êtes-vous impliqué dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle? Qu'est-ce qui peut être fait dans votre vision de durabilité, pour l'équité, pour avoir un accès abordable? Comment vous assurez-vous qu'il y a un engagement au niveau des établissements du secteur privé? Est-ce que vous pourriez intervenir en gardant cette question à l'esprit, s'il vous plaît? Je vous donne la parole. Dr Myriam, je pense que vous êtes en sourdine. J'ai des problèmes avec ma vidéo aussi. Elle est fonctionnelle, c'est pas grave. C'est une présentation assez unique, effectivement. Oui, exactement. Je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes avec ma vidéo, je ne vous vois pas. Et il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Alors, actuellement, notre comité a fait beaucoup de travail pour apporter de l'accès au SSP, aux soins de santé primaire. Et il y a une nouvelle autorité que j'aimerais beaucoup vous montrer. C'est une présentation que je voulais partager avec vous pour vous montrer les grandes lignes de ce qui a été effectué dans la mesure où pour vous montrer comment cette autorité intervient. C'est une mise en œuvre qui est en place depuis 2 ans. Dr Myriam, peut-être que c'est un peu compliqué de partager l'écran pour maintenant. Peut-être, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que peut-être vous voulez bien simplement peut-être intervenir sans la présentation? Ce n'est pas grave. Peut-être expliquez-nous ce que vous aviez en tête. Oui, j'arrive pas trop à retourner à l'écran principal. Okay. Sorry for the delay. Désolée pour le retard. En fait, je vois que l'autorité dont je parlais a été établie en 2018 dans le cadre de la stratégie de protection des droits. Et c'est un régime qui vise à mettre en place une stratégie visant à aider les populations à mieux appréhender les catastrophes naturelles. C'est un régime qui s'adresse à tous les résidents et qui fournit des subventions pour les groupes de la population les plus pauvres et pour les personnes âgées, pour les plus vulnérables. C'est donc un régime qui met en lumière la solidarité et qui vise à atteindre la couverture universelle, la couverture sanitaire universelle. Et depuis juin 2020, la vision a été établie. C'est son engagement pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Et sa mission est d'atteindre l'équité et l'accès aux soins de façon abordable et des soins de qualité. Bien sûr, ce sont nous assurons de faire cela par le biais de mécanismes qui reposent sur les efficiences. Et c'est une autorité qui veille à la mise en œuvre des politiques et des régimes qui sont établis. Ce sont donc des directives qui sont votées pour
faire en sorte que les régimes et les politiques sont bien exécutés. Donc, l'idée, c'est de coordonner et établir les services qui sont fournis par les parties prenantes. L'accès aux soins. From inception till date, our authority has accredited a total of les autorités ont pris en main un total de 400 établissements de santé pour leur permettre d'agir plus efficacement dans toutes les zones, toutes les régions du pays. Et ce sont les autorités locales, les gouvernements locaux qui ont joué un grand rôle pour améliorer ces établissements de santé. Et plus de 200 établissements de santé publics et des établissements de santé privés également ont bénéficié de ces services, notamment en axant les efforts sur les soins de santé primaires. Nous avons fait des efforts pour assurer l'équité dans l'accès aux services en fournissant au moins un établissement de santé qui soit accessible par les personnes qui se trouvent dans une région donnée. Nous avons inscrit plus de 500 000 personnes dans ces programmes, et dans l'État de Kaduna, nous avons une couverture totale de 10% de la population de l'État de Kaduna si on combine tous les autres régimes d'assurance maladie qui sont en vigueur actuellement. L'utilisation des services et l'accès aux services pour les soins secondaires ont également été améliorés. Plus de 300 établissements ont été améliorés, les services ont été améliorés pour assurer l'accès aux soins, et notamment il y a des systèmes de contrôle de la qualité pour être sûr que les services pertinents sont fournis en fonction des besoins réels de la population. Donc, il y a un contrôle de la qualité des soins qui est effectué. Nous avons élaboré des stratégies parce que le but, c'est d'étendre les services à tout l'État. Donc, nous voulons informel pour faire en sorte que des personnes qui ne sont pas, qui ne travaillent pas dans le secteur formel puissent bénéficier de ces services. Mais en fait, le service, les travailleurs informels sont souvent la majorité de la population, donc il faut vraiment les atteindre, et nous avons mis en place des systèmes de plaidoyer pour que toutes ces personnes en bénéficient, les personnes qui sont dans le secteur informel et les familles de ces travailleurs. Et nous avons donc introduit un système de micro-paiement avec des primes flexibles en fonction des capacités de paiement des membres de la population concernée. Et nous avons créé un système qui concrètement permet de mobiliser des ressources pour ces secteurs délaissés de la population. Nous avons également amélioré et développé un plan de mobilisation des ressources pour le financement de la santé par le biais d'organisations religieuses ou communautaires qui contribuent, et cela va nous aider à mettre en œuvre ce régime pour qu'il soit plus acceptable pour tous les résidents de l'État. Et pour faire en sorte que les services fournis sont de qualité élevée, nous avons introduit un système de suivi des activités dans les différents établissements de santé pour inciter les prestataires de soins à faire un travail de meilleure qualité en sachant qu'il y aura des contrôles et un suivi. Mais le principal défi à relever, c'est qu'il y a l'insécurité dans certaines communautés et l'accès aux services de santé est difficile dans certains cas. Il n'y a pas un financement suffisant pour assurer la paix et faire en sorte que les gens puissent se rendre dans les établissements de santé sans être inquiétés.
made it mandatory on all the que nous residents. voulons faire, c'est que tous les résidents puissent avoir accès aux services de santé dans le cadre de ce régime. Et tous les problèmes sont la pauvreté, les questions des barrières religieuses des fois ou autres qui empêchent certaines personnes d'avoir accès à ces services. Et il n'y a toujours pas un accès universel aux soins de santé. Nous sommes encore loin et souvent il n'y a pas assez de ressources humaines dans certains établissements de santé, notamment dans les régions rurales. Et il y a des systèmes de référencement et de connexion et d'orientation qui est amélioré. Ce sont certains des problèmes que les autorités s'efforcent de surmonter, mais nous avons fait quand même des progrès dans ces domaines. Il y a un mouvement très fort avec une volonté politique d'améliorer les choses et l'État fait ce qu'il faut pour affecter plus de fonds aux populations défavorisées et nous avons un système de collaboration avec des partenaires et des parties prenantes qui agissent dans certains domaines précis comme la tuberculose ou le VIH. Nous avons une collaboration avec les prestataires du secteur privé car beaucoup des prestataires travaillent dans des systèmes parallèles qui ne sont pas le secteur public. Et donc, nous organisons un système de concertation entre les établissements de santé pour accroître les capacités. Et nous avons créé des postes de santé à différents endroits pour atteindre plus de personnes dans les régions isolées pour améliorer de façon substantielle les services de santé fournis à la population. Et nous avons noté une amélioration réelle de la fourniture des services. C'est en fait ce que nous avons fait jusqu'à présent. Merci pour fournir accès aux services de santé pour nous assurer que toutes les régions géographiques de l'État soient couvertes et bénéficient des services de santé malgré les problèmes concrets que nous devons surmonter. Mais nous avons fait de grands progrès dans ce domaine. Merci beaucoup, Dr. Merriam. Je pense que c'est très intéressant parce que nous voyons les détails de la mise en œuvre d'un plan comme l'intervenant précédent avait mentionné. On est sûr de voir l'engagement et l'implication du gouvernement de cet État et de voir les différents éléments de cette action du gouvernement. Et je pense que la question que nous aimerions tous vous poser, mais nous n'avons pas encore assez de temps pour l'instant, nous posons la question plus tard, ce sera comment pouvons-nous faire une expansion d'un État à tout le pays? Est-ce qu'il y a une vision avec une collaboration entre les États au Nigeria pour cela? Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Nous allons passer à l'intervenant suivant et parler peut-être un peu plus de l'engagement du gouvernement après et de questions de la redevabilité. Nous sommes très heureux d'accueillir Margaret Lubala, qui est directrice exécutive du réseau des ONG pour la santé qui s'appelle HENET. Et pour cadrer la question que j'aurais vous poser, en reconnaissant la crise humanitaire, la pandémie et tous les problèmes qui a rendu beaucoup plus difficile les améliorations et le mouvement vers la CSU. To take action. We can't just talk Il faut about que les dirigeants agissent. Il ne faut pas seulement parler de la volonté politique, il faut que les responsables politiques agissent concrètement avec nos partenaires. C'est comment voyez-vous, de façon spécifiquement, le rôle des organisations de la société civile en coordonnant les activités des différents partenaires et le gouvernement pour qu'il y ait une voix qui puisse se faire entendre on parle de l'engagement vers la CSU. Basé sur votre expérience au Kenya, comment pouvez-vous faire en sorte qu'il y ait un mécanisme de redevabilité qui soit associé à l'engagement vers la CSU? Je voudrais savoir également comment vous utilisez votre plateforme HENET pour l'année qui vient, de façon très spécifique,
spécifique comment pouvoir faire en sorte que nous atteignions les objectifs qui sont fournis et tous les gouvernements du monde sont dans cette situation. Ils doivent tenir parole en ce qui concerne la CSU. Donc, nous sommes très heureux que Margaret puisse s'adresser à nous. Je vous passe donc la parole maintenant. Merci beaucoup. Je voudrais simplement faire une présentation de Hennet, comme vous l'avez mentionné. Cette plateforme, il y a 105 organisations qui sont membres de ce réseau et ce sont donc uniquement les organisations qui sont membres de cette plateforme Hennet. Nous apportons la force de 105 organisations venant de différents pays et de tout le spectre des activités de santé. Nous utilisons des principes d'engagement pour transformer le secteur de la santé au Kenya. Je pense que le rôle des organisations de la société civile dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle doit être fait en collaboration avec le ministère de la Santé, qui reconnaît que les soins de santé primaires sont vraiment la base, le pilier fondamental pour atteindre la CSU. Et nous avons organisé 7 projets pilotes dans 7 comtés différents et nous avons pu développer ce qu'on appelle un modèle qui nous permet d'atteindre un niveau 4 pour les établissements pour fournir du soutien. Et donc, il y a les organisations au niveau 1 qui est au niveau communautaire, mais les organisations de la société civile sont impliquées à tous ces niveaux sur le terrain en développant et appliquant un modèle qui a été élaboré par le gouvernement. Donc, quel est le rôle des OSC? Je pense qu'une chose qui est évidente, c'est que les OSC ne sont pas seulement là pour assurer la redevabilité, elles sont également là pour fournir des services. Ce sont des organisations qui fournissent des soins et dans ce pays, il y a 13% de ces OSC qui fournissent des soins de santé, qui sont actifs dans la communauté et qui couvrent les 47 comtés de ce pays. Et le rôle des OSC ne peut pas être sous-estimé parce que non seulement ils développent la prise de conscience des problèmes et ils répondent très rapidement aux besoins des communautés. Lorsqu'il y a une pandémie comme la pandémie de COVID-19 par exemple, alors que le gouvernement est en train de mettre en place des politiques au niveau national, les OSC mise en place de ces politiques sur le terrain pour servir la population. Donc, il y a une action très importante qui est fournie par ces organisations et qui utilisent souvent des approches innovantes. Et le rôle des OSC est très important pour atteindre la couverture sanitaire universelle, car ce seront des partenaires importants du gouvernement et des collectivités locales. Elles feront un plaidoyer pour les besoins de la population, car ce n'est pas seulement une question de santé et de financement, c'est également une question de qualité, de faire en sorte que tout le monde reçoive des soins de qualité, même les populations les plus défavorisées, les minorités isolées qui existent dans ce pays, et faire en sorte que ces populations, ces segments de la population reçoivent les mêmes services que les populations des populations urbaines, par exemple. Une des choses que nous sommes en train de faire, et que le président a annoncé que c'était un de ses objectifs principaux, la CSU, c'est un des objectifs principaux pour son action, notamment son action sur le terrain en termes concrets. Et Hennet a écrit un document sur la CSU qui a été disséminé dans tout le pays et soumis également au ministère de la Santé. Et dans ce document, l'un des engagements que nous avons fait, c'est que les OSC agissent non seulement pour atteindre la CSU avec l'aide du gouvernement, mais obtenir le soutien de la population et fournir des recommandations concrètes pour agir. Et je pourrai répondre à des questions si vous en avez à ce sujet. L'autre chose que je voulais dire, c'est que dans notre objectif d'atteindre la CSU, c'est que nous devons développer les capacités nécessaires, parce que nous parlons tous
de soins de santé primaires et de CSU, mais la plupart des organisations de la société civile ne comprennent pas exactement ce qui est couvert par la CSU. Et même si on parle de ça, on ne sait pas exactement ce qui sera couvert par la couverture sanitaire universelle. Et nous devons maintenant développer les capacités et faire comprendre ce qui va être fait pour que les organisations de la société civile puissent parler clairement à la population couverte pour transmettre les connaissances exactes et correctes. Et nous encourageons également les citoyens à s'impliquer en faisant partie des régimes d'assurance maladie nationale, en apportant des contributions pour les personnes qui travaillent dans le secteur formel. Et nous voulons faire en sorte que le ministère de la Santé joue un rôle important dans ce domaine et nous allons être très actifs. Et je veux simplement vous donner quelques exemples de certaines des choses que Hennet a pu accomplir à présent. Engaging leadership. And I realize I don't have time, so I'm really skimming. Je réalise que je n'ai pas beaucoup de temps, du coup, je vais devoir aller vite. Mais je vais faire ressortir 3 choses sur lesquelles nous avons travaillé. Une des choses que nous avons faites, c'est que nous avons obtenu le soutien de PAI pour l'analyse de données et dans 4 pays. Ce que nous avons constaté, c'est que nous avons été confrontés à 4 difficultés. Il n'y a pas assez de pourcentage pour les SSP. Et nous avons dû travailler sur 1 an parce qu'on n'a pas d'idée de pourcentage de ce qui est affecté. Et donc, c'est une difficulté que nous avons dû faire remonter à l'équipe de leadership parce que pour le comité national de santé sanitaire, il faut donc mettre en place un dialogue de haut niveau dans le cadre d'une assemblée avec le comité et le Sénat et les comités de santé, avec les organisations, vous savez, qui vont pouvoir nous donner du soutien au Sénat et au Parlement. Ce que nous avons fait également, c'est que nous avons développé des indicateurs pour aider au développement d'une carte de scorecard pour les SSP. Et en fait, il pourrait y en avoir une au niveau du gouvernement, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment de mettre une carte score à disposition pour que cela reflète ce qu'on voit dans les indicateurs pour la CSU. Nous sommes également des membres de CISEM et dans une organisation donc pour les mécanismes de la société civile pour la santé. Et donc, nous avons conduit des ressources sur la participation sociale. Et ce à quoi ça ressemble, c'est qu'il y a des modèles que nous encourageons, pour lesquels nous encourageons les citoyens à participer. Et pour pouvoir exprimer sa voix et pour faire du plaidoyer, pour s'exprimer vraiment et entendre leur voix. Nous avons également présenté un mémo pour le ministère de la Santé sur les SSP par rapport aux données probantes et par rapport à l'analyse du budget pour les SSP dans ces 4 pays. Oui, alors, enfin, pour la santé de la reproduction, simplement rapidement, le gouvernement a mis en place un cadre depuis 2016 et je réalise qu'en fait, cela ne reflétait pas les questions de genre. Et ce que nous mettons à disposition du ministère de la Santé par le biais de ce mémo, c'est que nous montrons les indicateurs et ce cadre d'investissement parce que il faut. Ce cadre n'est pas genre qui sont actuellement. Et je suis désolée, oui, je sais. Il faut que j'accélère. Il y a beaucoup de questions probablement. Mais bien sûr, je vous montrerai la présentation, partagerai la présentation si j'en ai l'opportunité. En tout cas, merci beaucoup. Je vais devoir m'arrêter. Merci, OK. Merci, Margaret. Merci beaucoup. Bien sûr, nous sommes très contents d'entendre tous ces problèmes de la société civile
Et ce sont des questions qui nous intéressent tous. C'est intéressant de savoir comment on peut faire un plaidoyer et mieux s'engager auprès des leaders nationaux. Vous nous avez donné de très bons exemples pour le Kenya et dans des engagements plus localisés également. Ça sera intéressant, qui sont vraiment des éléments clés dans la CSU. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous encourager, vous ainsi que tous les autres panélistes aussi, de montrer comment nous pouvons communiquer votre présentation, parce qu'il y a une richesse d'informations sur la table aujourd'hui et nous voulons vraiment veiller à ce qu'elle soit partagée pour tout le monde. Donc maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps pour des questions, mais si nous pouvons faire une session de questions-réponses. Je vais commencer avec une question qui est très spécifique. Quelle est la réponse de la CSU aux populations vulnérables dans les zones rurales quand il y a de l'instabilité politique, des conflits ethniques et quand la majeure partie de la communauté ne répond pas à ces services actuellement, à ce moment-là? Je pense que à qui on pourrait adresser cette question? Peut-être qu'en raison du... Est-ce que je pourrais orienter cette question à Dr. Aïcha? Pour les causes d'instabilité, par exemple, et les difficultés que vous avez vues au cours des derniers mois. Oui, oui. C'est effectivement un domaine très compliqué. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'instabilité. Je crois que les mécanismes sur lesquels nous pouvons nous concentrer, bien sûr, il n'y a pas de solution parfaite et personne n'a vraiment une expérience clé qui a fonctionné parfaitement, mais je crois qu'il y a effectivement des domaines, d'après mon expérience, dans lesquels on peut se concentrer. Et notamment, travailler avec les prestataires de santé directement et d'essayer de travailler avec les travailleurs de santé dans la communauté. Ils sont dans ces zones spécifiques. Il n'y a parfois pas de couverture. Et donc, il faut s'organiser avec des organisations locales. Exactement ça, pour essayer d'atteindre ces zones en conflit. Il faut aussi s'engager avec les agences de mise en place de la sécurité, par exemple, ou d'application des lois, pour s'assurer que l'accès aux soins est possible. Et comment le faire dans les communautés? Je crois qu'on ne peut pas atteindre la CSU s'il y a des conflits et s'il y a de l'instabilité. Parce que ce soit à cause des humains ou des catastrophes naturelles, mais par contre, on peut s'orienter vers les entités gouvernementales et les leaders des communautés pour essayer d'avoir un certain niveau de service et un certain degré de stabilité. Et pour essayer d'apporter des contributions autant que possible, vous pouvez faire un plaidoyer par le biais d'organisations et de partenaires, les partenaires de développement international, par exemple, des agences d'aide humanitaire et avec les représentants politiques également. Donc, il y a des solutions quand même pour avoir accès à des soins dans ces zones. Je sais que ce n'est pas une réponse exactement parfaite, mais c'est mon expérience d'après sur le terrain. Oui, bien sûr, il n'y a aucune réponse parfaite. Bien sûr, nous apprenons tous au fur et à mesure et je crois qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et comprendre comment ça marche. C'est comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? C'est pour ça que ces webinaires existent, n'est-ce pas, pour échanger nos expériences sur le terrain. Merci, Aïcha, merci. Je regarde les questions et je vois qu'en fait, il y a eu déjà des réponses qui ont été apportées et je ne vois aucune main levée pour l'instant, donc je
J'ai l'impression que nous avons répondu à toutes les questions, mais je laisse l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore fait pour lever la main s'ils le souhaitent. Très bien. Alors, je voudrais surtout remercier nos 6 panélistes. Mahbub, c'était fantastique de vous avoir du Bangladesh. Et Karine, bien sûr, nous sommes très contents de voir des jeunes personnes qui sont représentées grâce à vous. Et au Pakistan, nous sommes de tout cœur avec vous et nous savons que vous êtes dans une situation terrible et nous avons beaucoup d'empathie pour vous. Et il y a Dr Myriam, nous vous remercions beaucoup pour votre expérience du Nigeria et Margaret aussi pour la perspective que vous avez offerte sur la société civile. C'était très intéressant et pour rendre le gouvernement redevable et responsable. Je vais maintenant donner la parole à Pamela pour faire le récapitulatif et conclure cette session. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Merci, Bruce. Merci à tous. Merci beaucoup pour toutes ces considérations qui étaient très intéressantes sur les soins de santé primaires. J'ai noté quelques réflexions par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à l'espace numérique et la nécessité d'adopter les technologies numériques. Et pour le faire, pour essayer de se mettre à la page et de s'inscrire dans cette transformation numérique, je crois qu'il faut être ouvert et tourner vers l'avenir. Et je crois que toute les questions de résilience qui sont liées aux femmes et de développement et d'environnement, je crois que c'est de plus en plus important. Ce sont des obstacles qui sont de plus en plus importants avec le changement climatique. Par rapport au système de santé, bien sûr, il faut l'écouter. Et les demandes, au niveau de la demande pour les soins de santé, il faut écouter. Nous avons bien sûr un cadre par l'OMS, mais les centres de santé communautaires ne sont pas toujours fonctionnels. C'est ressorti dans plusieurs présentations. Au niveau de la communauté, nous avons des volontaires, des bénévoles, nous avons des travailleurs de santé et il faut peut-être aller articuler des mesures autour par rapport à ce que Margaret vous avait expliqué au Kenya, mais l'importance d'organisations de la société civile et des innovations qu'elles apportent et de se centrer sur la personne autour de des SSP et de la CSU. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que les communautés ont accès aux soins sans souffrir de conséquences financières. Et notamment dans les zones rurales, parce que vous avez parlé de structures financières, d'investissement financier, vous avez évoqué cette question d'attitude. C'est un droit pour la santé, mais vous avez aussi parlé de penser la CSU comme quelque chose qui va pouvoir générer des revenus et mettre en commun les risques et transitionner vers les achats stratégiques. Et je crois que ce qui est ressorti également comme quelque chose d'important, c'est de se s'orienter vers les populations marginalisées ou vulnérables. Par exemple, les personnes âgées ou les personnes qui vivent avec le VIH et les personnes souvent les jeunes, les adolescents et également la tuberculose, le paludisme devrait être inclus dans les paquets de soins. Il faut aussi travailler main dans la main avec les partenaires, les organisations de la société civile, en particulier dans des contextes d'urgence. Donc, il y avait beaucoup d'idées qui étaient fabuleuses d'après ce que nous avons entendu dans beaucoup de parties des pays par rapport aux indicateurs aussi qui ont été mentionnés.
Vraiment, l'idée, c'est de s'assurer que nous sommes alignés avec les mécanismes d'engagement de la société civile dans nos pays et aussi de la reconnaissance de toutes les difficultés qui doivent être surmontées et qui ont été évoquées pendant toutes ces présentations que nous avons. Les questions qui sont soulevées, etc. Mais l'importance, c'est vraiment de la volonté politique aussi du gouvernement. Ou je crois que je dépasse un peu le temps, je suis désolée. Je voulais simplement remercier à nouveau tout le monde et Dr. Mebrahtu, pour Bruce Campbell d'avoir modéré cette session, Dr. Aïcha, Dr. Mariam, Karine, Dr. Margaret Fala et Dr. Rono, et pour leur engagement pour tous nos partenaires, pour toutes les organisations de la société civile avec lesquelles on travaille, SOSJD au Burkina Faso, et également à tous les participants qui étaient là aujourd'hui au nom de Pathfinder International, que ce soit à tous les niveaux, peu importe le pays où vous vous trouvez. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et un très joyeux Noël et une belle année, une belle nouvelle année. Merci beaucoup et merci. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonne journée ou bonne nuit selon le cas.